Chak, c'est le nom de plume de Sadamba Tchakura. Il est né au Togo en 1960. Instituteur, si je ne m'abuse, à l'âge de 19 ans, il obtient une licence de philosophie à l'université de Lomé en 83. Il enseigne alors la philo dans un lycée pendant 3 ans. Puis il arrive en France en 1986, pour suivre des études de sociologie. Et il obtient son doctorat à la Sorbonne en 1993. Dans le cadre de ses activités de sociologue, il s'est rendu à Cuba et pour faire des recherches sur la prostitution. Et ce qui va fournir un essai, son premier essai en 1999, La prostitution à Cuba, qui sera suivi, je crois, de quelques autres essais. En 2001, il signe son premier roman, Place des Fêtes, sous le nom de plume de Samy Chak. Puis il publie Hermina, La Fête des Masques, qui obtiendra le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, Le Paradis des chiots, ou encore Fille de Mexico. En 2011, il se tourne vers l'Afrique, avec Al Capone le Magnien, plus ou moins inspiré par un célèbre escroc camerounais, et vers des textes plus personnels, comme La couleur de l'écrivain, Ainsi parlait mon père, et Les fables de Moineau. Ce sont ces derniers textes, romans, fables, enfin on va en parler, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc Ainsi parlait mon père, qui a été publié chez Lattès, et Les fables du moineau, chez Gallimard. Alors, première question, Samy Chak, justement, pourquoi avoir choisi un pseudonyme? Vous allez nous l'expliquer, et pourquoi celui-là? Et vous pouvez même prendre votre micro pour répondre. Bonjour. Pour écrire, justement, pour rentrer sur la scène littéraire, à proprement parler. Oui, le pseudonyme a été un petit moment de rupture entre mes essais et mon entrée en littérature ou mon retour en littérature, parce que j'avais publié mon premier roman dans une maison d'édition à Lomé en 1988 avant de soutenir ma thèse. Et à un moment, je me suis dit, je vais faire peut-être un acte de renaissance, laisser peut-être ma vie de sociologue, brève vie de sociologue derrière moi, pour m'inventer une identité à l'intérieur de la littérature qui était vraiment mon premier rêve. Donc j'ai procédé par une sorte de fabrique de diminutifs à partir de Tchakura, j'obtiens Tchak. Samy était ce qu'une amie avait trouvé comme diminutif de Sadamba. Je ne vois pas le rapport, mais bon, elle trouvait que Samy, c'est le diminutif de Sadamba. J'ai pris Samy comme diminutif de Sadamba et Tchak comme Tchakura, léger abrégé diminutif de Tchakura. Très bien. Alors, Ainsi parlait mon père, et donc une espèce d'hommage à votre père, à ses leçons de vie, on va voir. Et il commence par une exhortation que je trouve absolument sublime, donc je me permets de vous la lire. Il dit « Va à bout, va mon fils jusqu'au bout du monde, mais où que tu ailles, où que tu t'installes, n'oublie pas ce village où tu es né. N'oublie pas cette forge, notre forge, qui fait le lieu de tes premiers apprentissages. N'oublie pas la rosée qui a mouillé tes pieds d'enfant. N'oublie pas la rivière où, enfant, tu te baignais. N'oublie pas les premières paroles qui ont fait nid dans ta tête et dans ton cœur. Va, mon fils, va. Mais en esprit, reste animé à ton passé, arrimé à ton passé. Tu danseras d'autant plus fièrement, même dans la tempête, que tu seras à la fois aérien et enraciné. Va, mon fils. Je me demandais, vous êtes fier, ému d'avoir écrit ces phrases? Oui, disons qu'il y a eu des moments de véritable émotion, parce que chaque fois que je tente d'entendre la voix de mon père à travers les mots que je réinvente ou restitue, et il me vient toujours son visage, et je me rappelle que il est mort à la Mecque, et que de lui il ne me reste que ça. Ce n'est pas un homme dont je pourrais aller m'incliner sur ou devant la tombe, parce que la Mecque, ce n'est pas vraiment sur le chemin de mes voyages habituels, et c'est pas le lieu où j'aurais un jour l'idée d'aller faire un pèlerinage, et même si je m'y rendais, il n'y a pas de tombe. Donc ça me met d'autant plus que c'est quelqu'un qui devient finalement dans mon esprit juste un ensemble de paroles, quelques idées.
Donc il vous exhorte à être à la fois aérien et enraciné. Vous avez réussi, vous semble? Je pense que j'ai réussi à être aérien en ce sens que, bon, ben, à aucun moment, l'idée de mes origines ou de mes identités ne m'a empêché de m'ouvrir à tout ce qui peut me nourrir. En même temps, je ne peux me nourrir d'autre chose que parce que je sais vraiment où est ma base, d'où je suis parti, qu'est-ce qui fait que partout où je suis, je pourrais fondre dans une forme de culture sans nécessairement disparaître. Donc, j'ai réussi à me nourrir, je continue à me nourrir du monde, de tout ce qui a un écho humain profond en moi, à partir de ce que j'ai eu comme première leçon. Oui, parce que vous dites bien que votre première école, c'était l'école de votre père. C'est l'école de mon père, l'école de la forge. La forge de mon père. Et je pense que si j'avais oublié la forge de mon père, j'aurais peut-être eu un petit problème avec tout ce que j'amasse. J'amasse beaucoup de choses dans le monde. Le problème n'est même pas... Ah, je crois que le micro, lui, commence à... Vous avez peut-être appuyé là, vous l'avez peut-être éteint involontairement. Ah oui, d'accord. Je pense que j'aurais eu un problème avec tout ce que j'amasse dans le monde, dans la mesure où le chemin que j'ai pris à l'école... Ça va être un problème. On va se modifier, on va changer les piles. Oui, parce que là... Bon, avec, on va se passer le micro pour l'instant. Oui, le chemin que j'ai pris, j'ai emprunté grâce à l'école, me permet, disons, m'a donné cette possibilité d'une grande curiosité. Or, je pense qu'être curieux ne suffit pas. C'est plutôt de tout ce que nous amassons, la digestion qui compte. Et pour digérer, il me semble qu'il faut une base, une origine dont on est conscient et qui soit solide. À partir de là, je pense qu'on pourrait avoir tout du monde à partir d'une idée. Je suis sûr que je me trompe, mais c'est celle que je me suis toujours mise dans la tête, à partir de l'idée qu'en vérité, toutes les nouvelles richesses que j'amasse, si je sais vraiment les tamiser comme me demandait mon père, elles se retrouvent en vérité en une seule chose qu'on pourrait retrouver partout. Ce n'est pas tant l'accumulation que le renouvellement de ce qui était déjà à l'origine. Donc amasser, digérer, tamiser, si je comprends bien. Et alors, ce père qui est un peu la figure centrale de ce livre, il s'appelle Salifou. Hein. C'est Salifou le boiteux, Salifou le forgeron de Kamunda Bogunda. Il a une particularité, justement, le boiteux. Il a eu une morsure lorsqu'il était jeune à la jambe droite. Et donc c'est un infirme en quelque sorte. Racontez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Pourquoi cette morsure? Enfin, pourquoi cette morsure? Quelle a été sa trajectoire? Oui, il était un adolescent quand un jour, parti en brousse où l'avait appelé ce que parfois dans notre village on dit la nécessité que même le roi ne peut confier à personne. Voilà. Et à partir de là, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la jambe? Il revient une douleur dans la jambe. Bon, ben, cette douleur est liée à quoi? On ne voit nulle blessure. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, c'est vrai, dans notre vision du monde, il faut une interprétation. Si aucune blessure visible ne peut expliquer cette douleur, aucune chute ne peut l'expliquer, il y a en vérité une raison toute simple. Il a agressé des êtres invisibles. L'interprétation du féticheur, c'est qu'il y avait des êtres invisibles sous l'arbre qui avaient étalé leurs vêtements ou leur nourriture. Il a marché quand même, parce que lui, il n'a pas l'œil nécessaire pour voir tout ça. Il a marché dans la nourriture, sur les vêtements de ces êtres-là, qui l'ont puni. Et cette punition va conduire à, disons, au décharnement absolu de sa jambe, de toute sa jambe,
et il devient le boiteux. Aujourd'hui, c'est vrai, je pourrais tenter de trouver une explication qui appauvrirait le sens de son drame. C'est vrai. Comme il n'est plus là, je pourrais dire que vu la régularité des cas, je me permettrais, il n'est plus là, de penser à la polio, parce qu'elle a fait pas mal de victimes qui se sont retrouvées dans la même situation. Mais bon, je préfère quand même maintenir le mystère de ce drame-là. Et à partir de là, son père, mon grand-père, estime qu'il n'est plus en mesure d'être un vrai paysan à la manière dont les gens le sont chez nous. Parce qu'un paysan, un vrai, a besoin de toute son intégrité physique. Il lui faut un métier qui est, lui, moins valorisant. Parce qu'en vérité, les forgerons appartiennent à une caste tellement inférieure que dans beaucoup de pays africains, personne n'accepterait l'alliance de sa fille avec un forgeron. Dans des sociétés, à l'intérieur de l'Empire du Mali, un forgeron, non. Il pourrait tout au plus épouser une potière, pas une personne qui appartient à la noblesse, parce que c'est quand même une caste très inférieure. Donc mon grand-père estime que mon père, diminué physiquement, pourrait survivre grâce à un métier qui n'a aucune noblesse. Alors cet homme infirme, vous dites dès le début que vous avez une adulation pour lui. Et que il y a eu un dialogue ininterrompu jusqu'à sa mort, donc en février 2003, vous l'avez rappelé tout à l'heure, lors de son deuxième pèlerinage à la Mecque, que vous lui avez offert d'ailleurs. Et vous avez dit que son plus beau rêve serait de mourir à la Mecque. Oui. C'était quand il était revenu en 1996 de la Mecque, il nous confiait sa frustration. La frustration, c'est d'être revenu vivant. C'est vrai que à un moment, certaines formes de spiritualité aident à voir la mort comme une bénédiction, mais la mort dans certaines conditions et dans certaines circonstances et à certains endroits, pour un musulman, pour tout musulman, mourir à la Mecque, c'est vraiment la meilleure chose, la bénédiction ultime. Un musulman qui meurt à la Mecque, surtout en temps de pèlerinage, pas juste à la Mecque. S'il était un voyageur, il meurt à la Mecque, oui, c'est une mort ordinaire, mais mourir en temps de pèlerinage, c'est vraiment ce qui lui permet, après s'être purifié, puisque le pèlerinage est un moment de purification, après s'être purifié, d'avoir été directement rappelé à Dieu. Il n'aura plus ce retour à la tentation. Il s'est purifié et il est parti. Il est dit chez les musulmans que dans ces conditions-là, il est au paradis. Il n'y a même plus le moindre doute. Il est au paradis. Or, mon père avait cette foi qui lui permettait de croire au paradis. Sur ce plan-là, nous n'avions pas les mêmes valeurs nécessairement. Comme il est mort, là, il est au paradis. C'est au paradis qu'il rêvait pour penser que la mort à la Mecque serait sa bénédiction. Alors il y a le père, donc, qui est le personnage principal, mais il y a aussi la mère, votre mère, qui elle était aussi infirme. Oui. Et ce qui explique peut-être d'ailleurs les épousailles. Et elle a une plaie à la cheville droite, suppurante, qui va a priori la faire souffrir toute sa vie. Et là encore, c'est complètement dément, parce qu'on voit que les soins médicaux ont été du grand n'importe quoi. Elle a dû quitter le pays où elle était originaire du Togo, mais elle avait grandi au Ghana. Elle s'était mariée, elle avait des enfants, il a fallu qu'elle parte du Ghana pour retourner à son pays, selon les préceptes d'un guérisseur qui lui a enjoint de rentrer au pays. Oui. Ma mère, avec sa plaie qui résistait à tous les traitements, a trouvé une personne ayant le pouvoir de lire l'envers ou l'au-delà du visible et qui lui a dit que son problème était très grave. Je pense qu'elle le savait avec la souffrance que la plaie lui provoquait, elle savait que c'était très grave. Elle ne pouvait pas se douter de l'étendue de la gravité, parce que ce qui lui était révélé, c'est que en vérité, dans sa jambe, il n'y avait plus un fragment d'os qui lui appartienne, c'est
l'os d'un mort qui s'y trouve parce que quelqu'un sans doute lui voulait du mal et l'aurait débarrassé de ses propres os pour les remplacer par l'os d'un mort. Et l'os d'un mort, se trouvant dans un corps qui n'est pas le sien, cherche une sortie, d'où cette plaie qui ne va jamais se refermer tant que l'os n'a pas pu lui s'en aller. C'est vrai qu'en ce moment-là, c'est vrai, aujourd'hui, je me dis, bon, ben, c'est quand même quelqu'un qui a un don de romancier un peu plus important que moi, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et... En fait, c'était une piqûre de serpent. Oui, je pense que c'est une piqûre bon, ben, qui, maltraitée, a entraîné. Voilà. Mais bon, elle va quand même accepter ce verdict et ce qui lui est imposé. Qu'elle quitte immédiatement son mari, qu'elle abandonne la fille qu'elle avait avec lui, qu'elle rentre dans son village. C'est la seule façon pour elle d'échapper à la mort. Elle ne pouvait pas échapper à la mort, mais bon, qu'elle puisse vivre encore des années avant de s'en aller comme tout le monde s'en va dans ce pays de l'ombre. Elle rentre dans son village natal. Mon père l'infirme, comme je le disais, infirme dans un village, c'est quand même une forme de mort partielle. Mon père était quelqu'un qui n'avait pas la place que les autres paysans avaient. Ça faisait peut-être quelques années que lui, il essuyait des échecs auprès des femmes. Et puis, par chance, une femme arrive avec des problèmes à la cheville et dont personne ne voulait, parce que les paysans, ils avaient beaucoup de choix. Ce n'est pas à une femme ayant une plaie incurable qu'ils vont s'intéresser. Chance pour mon père, il l'épouse. Et chance pour vous. Pas chance pour moi. Moi, je nais de cette femme qui va peut-être, aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis, il y a peut-être une douleur au-delà de sa plaie, la douleur d'avoir quitté un homme qu'elle aimait. Et alors, contrairement à votre père, vous vous entendez pas très bien avec votre mère, parce que vous étiez un élève très brillant, et votre père n'était pas du tout difficile avec vous, il n'était pas dur. Donc c'est elle qui endossait le rôle un peu de l'autorité, mais de l'autorité éventuellement brutale. Et elle mourra en 72, vous n'avez que 12 ans à l'époque, et lors de sa mort, vous ne pleurez pas. Et en fait, vous écrivez même « Je n'aimais pas ma mère ». Oui, je pense que il y a eu un gros malentendu. Si elle avait vécu longtemps, peut-être qu'il aurait fini par l'aimer en devenant un peu plus tolérant ou compréhensif. J'aurais pu l'aimer. Le problème, c'est que moi, je suis né en étant le grand frère de mon père. Ah, ça donne un privilège inouï. Je suis né avec des cheveux blancs, là. Et ça aussi, ça s'interroge. Pourquoi je suis né avec des cheveux blancs? Et il a été facilement trouvé et dit que j'étais la réincarnation du grand frère de mon père qui s'appelait Sadamba. Donc c'est le prénom qu'on va me donner ensuite. Et il est mort jeune. Il n'a jamais accepté l'idée d'être mort jeune. Donc, il revient avec des cheveux blancs, ce qu'il n'a pas eu avant de s'en aller. Et il fallait que sa réincarnation les porte dès la naissance. Dans ce cas-là, même si je mourais le jour même de ma naissance, tout le monde aurait vu que j'avais les cheveux blancs que mon oncle n'avait pas pu avoir lui-même. Ça aussi, ça ne permettait pas à mon père d'être sévère à mon égard, puisque même m'appelait par... Voilà, il me traitait avec une forme d'égard, je suis le grand frère. Ce qui, pour le petit garçon que j'étais, vous en profitiez. Voilà, il ouvrait vraiment des perspectives, parce que j'étais celui qui pouvait se permettre tout, et ça, ma mère ne le supportait pas du tout. Elle était tellement sévère à mon égard que, dans mon esprit, elle ne m'aimait pas. Et je pensais surtout qu'elle préférait la fille qu'elle avait eue au Ghana, ma grande sœur. Au bout d'un moment, l'idée que ma mère ne m'aime pas et que moi aussi en retour, je ne vois pas pourquoi j'ai même une mère qui ne m'aimait pas, m'a rendu plutôt indifférent non seulement à sa souffrance,
mais quelque part relativement heureux quand j'apprends qu'elle est morte, parce que pour moi c'est un soulagement. Il ne reste plus que mon père qui me permet, tout seul qui était là pour constituer des limites, s'en est allé. Je ne sais pas pourquoi j'allais souffrir parce qu'elle est morte, et j'étais soulagé plutôt qu'elle ne soit plus là. En revanche, aujourd'hui, elle revient souvent dans vos rêves, dites-vous, écrivez-vous. C'est vraiment ce qui va, avec les années qui passent, moi, je cherche même à... C'est peut-être même la chose la plus terrible, à reconstituer son visage, puisqu'il n'y a même plus une seule photo d'elle, et je n'ai même plus le souvenir de son visage, sauf ses scarifications faciales, une cicatrice oblique sur la joue gauche, et puis 3 cicatrices comme les miennes sur la droite. C'est tout ce que je sais qu'elle avait, et qu'ont toutes les personnes de son ethnie, de son clan plutôt. Donc, je ne pourrais même plus dire à mes propres enfants à quoi ressemblait le visage de leur grand-mère. Et il y a une sorte de retour de cette femme dans mes rêves. Je la vois dans mes rêves souvent. Quand je la vois, c'est plutôt très brièvement qu'elle est de face. Sinon, elle me tourne rapidement le dos et elle s'en va. Vous pourriez imaginer qu'elle vous ressemble étrangement, ou vous lui ressembliez beaucoup? Oui, puisque mon père, je n'ai pas l'impression que je ressemble à mon père, voyez, donc je pourrais penser que c'est à elle que je ressemble plutôt. Alors, il y a une première partie qui s'appelle le son de la forge. Ce sont des miettes, aussi, dites, donc c'est le son du père, et qui est un sage extraordinaire, ou alors vous en faites un sage, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de la reconstitution, il y a beaucoup de reconstitution, ou de mémoire, ou d'imagination dans ces leçons? Il y a une forme de reconstitution et une création dans la mesure où je restitue ça, tout ce que j'ai retenu de lui dans une langue que lui ne parlait pas, une langue dont les codes sont différents de celles qu'il parlait. Donc il y a une part de création. Oui, cette langue, c'est le thème. Le thème, oui. Voilà, c'est sa langue natale. C'est sa langue, la seule qu'il parlait, celle dans laquelle moi aussi j'ai appris à parler, d'abord avant le français, dans laquelle j'ai évolué, puisque c'est dans l'atmosphère du thème que j'ai évolué. Donc, en restituant ce qu'il a dit, de ce que je retiens de lui en français, il y a une part de création, parce que j'arrive, moi, à un âge où, c'est vrai, mon esprit est déjà façonné par non seulement mon expérience de vie, mais surtout par mon rapport quotidien avec la langue française. Or, la langue française, c'est pas juste une langue, c'est aussi une vision du monde, non seulement en elle-même, mais par tout ce que j'ai pu lire en français grâce aux traductions. Donc il y a une récréation. En fait, vous avez fait plusieurs allers-retours avec la langue, parce que donc ces leçons de vie qui proféraient en thème, vous les reproduisez en français. Et comme il ne pouvait pas lire vos livres, puisqu'il ne lisait pas le français, vous essayez de lui traduire quelques passages parfois, vous racontez ça aussi. Oui, j'essaie de lui traduire quelques passages de mes livres, dans le même esprit que je lui traduisais des réflexions de philosophes et tout, en me disant que ça ne pouvait que lui parler, parce que si je traduis une réflexion de tel et tel philosophe, il pourrait retrouver un écho avec sa façon de voir le monde, en être d'accord ou pas, mais il retrouverait un écho. Donc je faisais ce travail-là, traduire quelques fragments de mes propres livres, des pensées d'autres philosophes, de grands philosophes, et dans une sorte de confrontation d'imaginaire, de pensée qui nourrissait les siennes. C'est en ce moment-là que je me disais, après avoir appris de lui et pris un chemin différent du sien, il était arrivé un moment où j'avais l'impression que moi aussi j'avais réussi à devenir son maître, parce que je lui apportais des... En fait, vous êtes venu en France donc pour étudier, et vous êtes installé en France, mais vous avez fait énormément d'allers-retours au Togo. Oui, oui.
Vous n'avez jamais laissé passer une année sans y retourner? Disons, c'est seulement après la mort de mon père que j'étais resté 6 ans sans aller au Togo. Là, mon père était décédé. Sinon, quand j'étais étudiant, c'est vrai, j'avais un petit privilège. J'étais un étudiant boursier. Et les étudiants boursiers que nous étions avaient vraiment un privilège inouï. C'est que l'avion du président de la République... C'est extraordinaire, voilà, vous en parlez dans voilà, nous ramenait quand même en vacances, on arrive là, on avait même des logements sur place à Lomé, parce que le président nous aimait tellement que il nous offrait, non c'est vrai, il nous offrait ce privilège, son avion. Donc je revoyais régulièrement mon père. Vous écrivez même qu'il achetait des consciences quand même. Oui, c'est vrai, parce que nous avions, ce qu'il nous demandait n'était pas non plus, c'était pas très, c'était une contrepartie très petite, c'est que quand nous sommes dans l'avion, parfois avec son épouse, puisqu'il nous est arrivé de voyager avec son épouse, on nous sert du champagne, on nous fait bien manger, et puis arrivé à Lomé, nous sommes logés dans des résidences universitaires où nous avions chacun son petit téléviseur et le moment du journal arrive et nous entendions le journaliste lire la motion de soutien que nous avions écrite dans l'avion. Nous découvrions que, nous savions écrire, parce que cette motion qui est très belle, c'est vrai que nous n'avions même pas su que nous l'avions écrite. Donc, c'est tout ce qu'il nous demandait. Après, si nous le soutenions de cette manière publique, il n'y avait pas de raison que nous le critiquions. Voilà, c'est tout ce qu'il nous demandait. Voilà. Oui, donc vous faisiez des allers-retours dans l'avion personnel, ça a de la gueule quand même du président, mais vous étiez nombreux à être boursiers comme ça? Oui, nous étions nombreux avec une petite subtilité régionale et ethnique. C'est vrai que sur les... C'est vrai, vous n'étiez pas perdant dans la subtilité. Sur la totalité des boursiers, il y avait au moins 90% d'étudiants qui venaient du Nord, donc la région du président, dont moi je suis issu. Et ceux qui étaient du Sud, même quand ils étaient plus brillants que nous, avaient un petit problème, c'est qu'on est parti de l'idée que les colons ayant abordé d'abord les côtes, ils avaient eu, eux, un certain avantage avant nous. Du coup, notre président de la République, qui était vraiment un sage, voulait nous permettre de rattraper le retard. Et pour nous permettre de rattraper le retard, oui, les bourses étaient réservées quand même aux enfants du Nord. Très bien. Donc votre père, le sage, il se rit des prétentions humaines, et puis il vous met en garde contre la colère, la jalousie, la prétention, les jugements catégoriques. Bon, moi je vous l'ai dit comme ça, c'est pas très beau, mais c'est très joliment écrit. De toutes ces leçons de vie, de tous ces préceptes, vous avez essayé de les suivre, vous vous en souvenez très bien, donc est-ce que c'est... Oui, je sais quand même de les suivre. Il y a une au moins que je pense avoir réussi à appliquer. C'est vraiment comment ne pas me mettre en colère. C'est vrai que je me mets rarement en colère, même quand j'ai de bonnes raisons de l'être. Je me dis que me mettre en colère, ce n'est pas non plus un défaut d'être en colère. Il faut de temps en temps être en colère, mais c'est que la colère nous donne l'impression que la personne en face de nous qui provoque notre colère a tellement de défauts qu'elle nous rend meilleurs. Alors que, en général, il suffit que nous gardions notre sang-froid pour voir qu'en fait, tout ce qui nous met en colère, c'est un miroir, parce que nous avons les mêmes défauts. Si nous parvenions à nous rappeler que ce sont des défauts en nous que nous exprimons parfois ou parvenons à dominer, nous dominons aussi notre colère. J'essaie vraiment de dominer ma colère. Cependant, je pense que là où je ne me sentirais pas digne des leçons de mon père, c'est que ce que je n'ose pas exprimer, je ne suis pas sûr que je ne le pense pas. Donc par mes pensées, je crois que je suis un peu moins bon que ce que je montre quand même. Non, c'est vrai. Je garde les mauvaises pensées.
moi, bon, ben, je sais que je ne suis pas si... Mais je sais quand même, dans ce que j'offre à voir, à être un peu plus proche de ce qu'il me conseille. Oui, mais si je peux me permettre, lui, il vous conseillait, il vous exhortait à faire cela, mais lui-même, dans sa vie de tous les jours, il battait quand même sa femme. Oui, enfin, oui. Si c'était un sage, c'était pas un saint. Oui, oui, je pense qu'il partait de l'idée qu'avec ses femmes, il avait le droit. C'était pas mon nom, mais c'était pas mon idée parce qu'il partait de lui, pour lui, il partait de l'idée que c'était son droit. Et puis, à un moment, il y avait même, ça je l'ai compris, avec la dernière de ses épouses qui n'avait pas le même respect des règles que les premières, ni que ma mère et tout, que bon, ben, ma compagne Annie Ferré qui est dans la salle elle connaît mes mamans, il y en a 3 quand même, j'ai 3 mamans. Même si la mienne est morte, elle n'est pas ma seule mère. Hein. Toutes les femmes de mon père sont mes mamans, donc j'ai 3 vivantes. La dernière m'a permis de comprendre une chose. Ce que j'ai compris, c'est que parfois, c'est très conscient que physiquement, il est un homme diminué, même dans cette violence, il voulait prouver au village que lui aussi est un homme. Donc, alors que c'est la dernière, grâce à elle, j'ai compris, parce qu'un jour, dans sa colère, elle dit une chose que personne n'aurait pu penser qu'une femme dirait à son mari. Elle dit, je me laisse battre parce que je sais que tu es mon mari, sinon toi, il me suffirait de te pousser. Bon, quand elle a dit ça, ce sont les autres femmes qui se sont mises en colère parce que c'est un déshonneur quand même. Elle parle de leur mari. Donc, elle lui rappelle qu'elle n'a pas le droit de lui parler comme ça. Je me souviens quand même de la colère d'une des femmes en disant, bon, avant ton arrivée ici, c'était un homme respecté, il pourrait perdre ce respect-là par ta faute. Donc mon père aussi pensait que en usant de cette force envers ses femmes, eh bien, il avait aussi la place qu'un homme doit avoir. Alors vous aviez quand même quelques désaccords avec lui, notamment sur la religion. Il y a comme ça un précepte et vous le terminez par « Ainsi parla mon père en m'écoutant chanter les louanges des savants et des inventeurs, alors que quelques instants plus tôt, je lui avais dit de ne plus croire en Dieu tel que le décrit notre religion. » Mais un peu plus loin, vous dites que votre vision du monde n'est pas pour autant athée. Oui, c'est vrai que moi, j'ai été élevé tout en ayant perdu la foi. Voilà, j'ai été élevé dans la tradition de l'islam. Mon oncle, le grand frère de mon père, était l'imam du village. Donc j'ai d'abord commencé à lire le Coran qu'on apprend avec une grande rigueur sans en comprendre le sens. Mais j'avais commencé déjà quand j'étais étudiant en philosophie à prendre mes distances avec la religion. Quand je m'éloignais du village, je pouvais me priver de prier, mais quand je repartais au village, sachant que bon, il y avait quand même le regard de la société, je reprenais mon bouvet, mon chapelet pour prier. Et oui, c'est vrai. Et arrivé en France, je renonce à tout ça parce qu'il n'y avait plus personne à qui, sauf quand je repartais en vacances, le bouvet, bon. Et à un moment, c'est vrai, je me suis éloigné de cette religion qui m'apprenait que Dieu et la langue de Dieu est l'arabe, parce que c'est ce qu'on nous apprend. Mais à notre mort, c'est en arabe que nous aurions à nous exprimer devant Dieu le jour du jugement dernier. Il m'a fallu un petit effort pour me dire, bon ben, il faut que je me rappelle une chose toute simple. La chose simple, c'est que avant d'arriver à l'école, il y avait le Coran dont les promoteurs étaient des Arabes et la langue de Dieu, l'arabe. Ensuite, il y a eu les Français qui sont des êtres supérieurs dont la langue est le français. Donc là, si je dois être logique, je comprendrais que la langue de Dieu, c'est la langue du dominant. Dans ce cas, elle n'est pas plus arabe que française, mais les Français et les Arabes ont dominé, donc il y a eu quand même Dieu qui devient le dominant qui devient Dieu. Je voulais m'affranchir de cette domination tout en gardant quand même ce qu'il y a
de positif dans l'islam. Parce que j'ai aussi vécu dans un village où, à un moment, on m'apprenait le principe de solidarité au cœur de l'islam. Ce n'est pas seulement la zakat, ce n'est pas seulement à quelques périodes. Un bon musulman doit quand même se soucier de celui qui a moins que lui. Et dans mon village, comme dans la ville principale du royaume dont nous sommes ici chez les Thèmes, n'importe quelle personne, qu'elle soit musulmane ou pas, ayant des problèmes, pouvait aller les exposer à la mosquée, elle aura des solutions. On m'a appris ça aussi. Je n'ai pas besoin d'un chapelet et d'une mosquée pour retenir cette leçon morale qui est universelle. Donc, à un moment, je ne suis pas parce que ce qui me gêne dans l'athéisme, c'est peut-être le fait de mettre l'homme au cœur de tout. Alors que ma vision du monde intègre une transcendance. Je sais quand même qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui ne s'explique pas. Je peux l'appeler le mystère. Ce mystère-là me met dans une verticalité, cette verticalité d'ailleurs que tous les dominants essaient d'imposer. Ils prennent la place du mystère, ils sont en haut, les autres en bas. Non, je sais que même ceux qui dominent sont en bas, il y a un mystère qui ne s'expliquera ni par la science, ni par les religions. J'y crois. Cela me différencie d'une forme d'athéisme qui semble ramener tout à ce qui nous est accessible. C'est sûr. Dans la deuxième partie de ce premier livre, on passera au second tout à l'heure, sur les flots du vaste monde, justement vous faites allusion à votre village, à la mosquée, et à la crainte que vous avez eue à un moment donné qu'il y ait un islam radical qui s'instaure là, et vous allez voir l'imam du village, qui est un type, j'allais dire pardon, mais formidable, hein, et qui vous fait tout un discours sur le capitalisme. Mais cet islam radical, il a pris pied un peu chez vous dans le Nord ou pas vraiment? Il a pris pied et c'est visible par, disons, l'aspect extérieur. C'est que moi j'ai grandi dans une société où les femmes musulmanes avaient un foulard de tête. Elle pouvait l'enlever à chaque moment. Si elle le veut, personne ne trouvait à redire. C'est un foulard de tête. Aujourd'hui, c'est fini chez moi. Et ce foulard de tête, elle ne le portait qu'une fois mariée. Voilà. C'est seulement les femmes mariées qui l'avaient. Aujourd'hui, non. C'est le hijab. Donc, c'est un morceau de tissu qui est cousu là. Donc, elles ne peuvent pas l'enlever. Et il est porté par les fillettes dès qu'elles sont en mesure de marcher, de parler. Donc, je vois mes propres nièces, avant l'âge de 6 ans, elles ont le hijab. Elles vont à l'école avec un hijab. Elles en sont tellement conditionnées qu'à un moment, l'idée que même en dormant, dans certaines conditions, le hijab ait pu glisser leur pose problème. Une fois, nous raccompagnions l'une de mes mamans de Lomé vers le village. Elle est revenue de la mer, qu'il y avait une de mes nièces qui avait 6 ans. À un moment, elle s'est endormie dans le véhicule qui nous transportait. Et en s'endormant, bah oui, le hijab, c'est... Quand elle se réveille, le premier geste, elle le remet rapidement sur la tête. Elle a 6 ans. Et elle nous pose la question, est-ce que vous avez prié sans moi? Eh oui. Ça nous a frappé, sa question, est-ce que vous avez prié sans moi? On lui dit, ben non. On n'a même pas encore fait notre première escale. Donc, on n'a pas prié. Elle est rassurée. Ça n'existait pas donc, l'islam radical, il s'est instauré. On a dans un petit village, vraiment petit village, nous avons maintenant 6 mosquées. Il y a une association d'Arabie Saoudite qui a installé l'eau courante. Les femmes du village allaient à la rivière, au puits, tous les efforts qu'elles avaient. Maintenant, elles mettent la main comme ça, l'eau coule à volonté. C'est comme ça, vient d'Arabie Saoudite. Mais il y a 6 mosquées. Il y a même l'instauration d'un truc qui frappe même ma propre famille. Parce que dans ma famille, je n'ai pas besoin de m'éloigner de ma famille pour voir la radicalisation. C'est quelqu'un a un terrain, il souhaite une mosquée personnelle, une association va la lui construire. J'ai un petit frère qui a sa propre mosquée. Ensuite, on a des trucs un peu moins drôles qu'une mosquée personnelle, c'est construire des orphelinats qui sont comme des centres éducatifs, scolaires, où les gosses
poursuivent leur scolarité en arabe, ils apprennent tous les préceptes de la religion. Sauf que ces orphelins-là, oui, ils sont des privilégiés. Ils sont quand même... voilà. J'ai un de mes petits frères qui a placé son enfant là-bas pour lui donner les chances qu'on donne à un orphelin. Donc c'est vrai, l'enfant, sa mère est décédée, mais le père est vivant. Il est déclaré comme n'ayant plus de père ni de mère. Donc il est placé là-bas, il apprend tout en arabe, il apprend le Coran. Et bon, les membres de famille élargis, puisque le père est un membre de famille élargi, puisqu'il est mort, vivant mort, mais bon, il peut le voir un week-end sur 2 en venant au centre rendre visite. C'est-à-dire, cette évolution-là, nous ne l'avions pas vu venir. Nous avons des imams qui sont partis en Arabie Saoudite, au Koweït ou au Pakistan, qui reviennent dans le village ou dans la ville, dans toutes les villes où il y a l'islam, et qui disent, par exemple, si dans certaines circonstances un musulman tue un non-musulman, c'est-à-dire, c'est comme s'il tuait un chien. Moi, j'ai entendu ça dans une chose que je n'aurais jamais cru possible. J'entends si un musulman tue un non-musulman dans certaines circonstances, c'est comme s'il tuait un chien. Ou bien des imams qui prennent la liberté d'avoir des fouets contre les femmes qui n'auraient pas un voile, si elles sont musulmanes. Et non seulement il y a ça, mais c'est que dans le pays, comme on l'a constaté, du sud au nord, des associations venues du Koweït, d'Arabie Saoudite, ont construit des mosquées dans tous les villages, même là où il n'y a pas de musulmans. Pour une bonne raison, ils disent que sur les voies principales, il y a des escales et partout, le musulman devrait pouvoir trouver un lieu pour prier. Alors, dans vos fragments, donc pas forcément très gais, hein, on y parle beaucoup de la vie, de la mort, et puis un peu tous les grands mots de notre époque, notamment la maltraitance des femmes. Vous rappelez le passage du fouet, mais vous parlez des femmes violées, prostituées, de la République démocratique du Congo au Mexique, en passant par Conakry, avec une sorte de fatalisme, je trouve. Vous parlez de vérité animale, ça c'est l'homme, hein, en quelque sorte, mais on a l'impression à vous lire qu'il n'y a pas d'issue, ou en tout cas c'est éternel, hein, cette maltraitance. C'est vrai que bon, j'ai très peu de qualités, mais j'ai surtout un gros défaut, c'est quand même ce réalisme froid. Je n'ai pas l'impression que les choses changeront. Elles évolueront dans leur théâtralité, elles ne changeront pas. Parce que quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on est frappé par la récurrence quand même des mots. Ils étaient là depuis longtemps et on a eu à chaque époque des personnes, des groupes qui ont lutté contre, qui ont fait avancer en apparence la cause, mais jamais profondément pour qu'on puisse dire on est passé à une autre étape. Je suis de ceux qui pensent quand même que ce qu'est l'homme aujourd'hui, ce qu'il sera demain, on l'a déjà au passé. Le pire et le meilleur du passé nous attendent à l'avenir. Je n'ai pas l'impression qu'il y aurait une possibilité qu'un jour on vienne dans une société pour dire les mots que nous combattons aujourd'hui, ils n'existent plus, je n'y crois pas. Et parmi ces mots, enfin ce que reflètent ces mots, ben c'est les migrants d'aujourd'hui, c'est la migration terrible, ce sont ces rêves entassés au fond de la Méditerranée, comme vous dites. À ce propos, vous dites aussi que, vous écrivez surtout, que vous emportez toujours avec vous l'Odyssée d'Homère. Et que, pour me remettre à l'esprit que tous les voyages n'ont pas le même sens. Vous l'avez là, auprès de vous? Non, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas. Et c'est vrai qu'à un moment, moi je viens d'un milieu très modeste, d'un père qui était plutôt, on va dire, le moins noble du village. Et je me retrouve avec la chance de voyager dans des conditions plutôt confortables. Et en 1996, quand j'étais allé à Cuba pour mes 7 mois de recherche, ce qui m'avait frappé, puisque je l'ignorais, c'était le nombre de Cubains qui partaient sur des radeaux, dont beaucoup mouraient dans l'océan. Le nombre d'Haïtiens, quand même aussi, qui partaient, dont beaucoup mouraient dans la mer. Le nombre de Latino-Américains
qui viennent de tous les pays d'Amérique du Sud, qui vont mourir dans le désert entre le Mexique et... ça m'avait tellement frappé, me dit, ben, moi je voyage, j'arrive en général dans des endroits où quelqu'un m'attend parce que je suis invité. Il y a des gens qui partent sans rien de précis, sinon leur rêve que là-bas, ce serait mieux que dans leur propre pays. Eh bien, ce voyage-là n'est pas le mien et je sais que quelque part, il est peut-être celui qui ne s'arrêtera pas, celui dont on parlera toujours avec, ou bien le rejet d'emblée, parce qu'on n'est pas non plus prêt à accueillir l'autre qui arrive, ou bien avec compassion, parce qu'il fera toujours des victimes, il sera associé à des douleurs. Et vous écrivez, à quand le grand roman sur le Darfour, sur la Somalie, sur la Syrie? Il n'existe pas ce grand roman? Non, non, pour moi, ces douleurs-là, ces mots-là, ces tragédies-là n'ont pas encore de livre qu'on pourrait... Parce que c'est vrai, je parle de défaut, j'estime que je parle quand même d'un défaut de comparaison, c'est peut-être ça. J'estime que, bon, l'apartheid a eu quand même de très grands livres. On peut, en citant Coetzee en entendant les barbares, on a eu de très grands livres qui nous disent les spécificités d'un cas tout en étant d'une universalité incroyable sur le Darfour. Et je n'ai pas encore lu un roman qui me fasse cet effet-là, qu'on a réussi à me faire vivre une tragédie de façon très profonde tout en m'en donnant la signification universelle. Peut-être il y en a que je n'ai pas encore découvert, mais ceux que j'ai lus ne m'ont pas donné cette impression-là. D'ailleurs, en règle générale, et c'est assez drôle, sur la littérature et notamment sur les écrivains, vous avez des propos amusants. Vous dites, les sacrifices consentis par les écrivains en général sont trop énormes au regard des livres qu'ils écrivent. Rien ne justifie d'aussi bruyante solitude pour autant de volumes ordinaires. Sauf peut-être à dire simplement que l'écrivain est la bête de somme de ses propres prétentions, de sa propre vanité. Et un peu plus loin, l'édition est une infatigable fabrique de morts-nés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains et pas beaucoup de bons livres, on va dire. C'est même la règle, parce que non mais c'est vrai, c'est la règle, parce que bon, c'est vrai que oui, chaque année, c'est des milliers de livres qui sortent. Le vrai problème de la littérature, et nous nous posons cette question dans notre solitude, hein, le vrai problème, c'est par rapport à ce qu'on a lu, qu'est-ce qui justifie que nous écrivions? C'est vrai. C'est-à-dire, bon, dans cette bruyante solitude. Oui, c'est-à-dire, bon, ben, c'est vrai, on lit, on écrit, on sait très bien qu'on vient de terminer un livre après des années. Il est en deçà peut-être d'un livre qu'on vient de lire ou de relire. On se dit, ben, pourquoi on l'écrit? Parce que ce qu'on a dit a été déjà dit, mais c'est pas juste déjà dit, c'est que c'est mieux dit, c'est beaucoup plus profond. Et on peut se consoler en se disant, bon, c'est pas mieux non plus que on lit des gens qu'on connaît, qui se prennent peut-être pour des grands écrivains, mais on continue. Et à un moment, je me dis, de tout ça, il y a peut-être une petite justification. C'est l'écrivain lui-même qui croit qu'il y a une nécessité qu'il écrive, que quelqu'un l'attend quelque part, et que c'est indispensable de le lire. Sans ça, parmi nous, je pense que 99,99% auraient déjà cessé d'écrire. Non, mais je pense. Alors, on va passer aux fables du moineau, parce que dans ce premier livre, on parle aussi de racisme, de capitalisme, etc. Mais le temps presse. Alors, les fables du moineau, c'est un roman à deux voix entre le moineau et Aboubacar, que l'on retrouve, hein, le fils du forgeron, car ils portent tous les deux la mémoire du village. Et Abou, a bien compris que son destin était intimement associé aux mœurs des animaux qui ont peuplé son enfance. Donc voilà, c'est un formidable regard sur ce que vous appelez cette chaîne alimentaire, cette cruelle et mystérieuse fraternité universelle que nous constituons tous, animaux et êtres humains. C'est vrai. C'est ce qui m'a toujours frappé, c'est avec une forme de recul qu'on se rend compte que toute notre morale est fondée sur des paradoxes incroyables. Nous avons parfois tendance à dire
Peut-être du bien, je dirais, on dit du bien des animaux quand ils nous fascinent. Le lion, il est beau, oui, il est beau, mais il n'est beau que parce qu'il parvient à manger des antilopes. Hein. C'est vrai, parce qu'autrement, il ne survivrait pas. Et les êtres humains sont d'une cruauté incroyable. Oui, les êtres humains sont des animaux qui sont arrivés même bien après la quasi-totalité des autres animaux. Ils en ont gardé, à mon avis, une forme de vérité profonde, vérité universelle. Et on finit par se rendre compte qu'ils s'inscrivent dans une chaîne où eux aussi tuent pour manger ou s'entretuent pour le contrôle d'un territoire, s'entretuent pour le contrôle des biens qui peuvent être pour un animal, les proies à chasser, pour un autre peut-être l'herbe fraîche. D'une manière ou d'une autre, c'est peut-être ce qui permet à notre univers, à notre monde, à notre humanité d'être belle. Sauf peut-être, et c'est pour ça que j'ai commencé par l'histoire de l'oiseau, que nous avons le privilège, le triste privilège de la raison et de l'imagination qui nous permettent parfois de tirer un véritable plaisir d'une violence sans but immédiat. Les animaux n'ont pas de violence sans but. Il n'y a pas encore, à la connaissance qui est à notre niveau, d'animaux qui infligeraient une douleur dans le but de jouir de la souffrance de la victime. Nous sommes les seuls, à notre connaissance, à le faire, à jouir d'une violence gratuite. En dehors de ça, cet aspect-là de jouir de la violence gratuite, nous nous inscrivons parfaitement dans cette chaîne de cruauté quotidienne et universelle qui maintient finalement un certain ordre du monde, un certain équilibre qui pourrait, lui, peut-être un jour être complètement obsolète parce qu'on entrerait dans un autre équilibre. Je suis de ceux qui pensent qu'on entrerait dans un autre équilibre. Et cet équilibre-là ne me fait pas peur. Hein. Je parle de l'idée que tout est possible. Par exemple, je ne vois pas pourquoi un jour ce serait terrible que la Terre devienne un désert comme Mars ou la Lune. C'est dans l'ordre des choses. Si ça arrivait, nous ne serions plus là pour nous plaindre que la Terre est un désert. Ce serait un nouvel ordre. Alors justement, vous faites des actes de contrition en quelque sorte, parce que ces actes de cruauté, de sadisme, vous les avez faits, vous, oui. petits. Hein, il y a des passages où vous racontez comment vous avez tué une musaraigne avec une pierre, et que après vous voyez les petits orphelins. Alors je ne sais plus à quoi ressemble une musaraigne, mais les petits orphelins, en tout cas, ça vous fend le cœur, si je peux dire. Et puis, petit, vous tuiez aussi les lézards, des insectes, des libellules. Vous étiez content pour les pièges forgés par votre père, capte des animaux. Et du coup, vous dites, je ne suis pas guéri de ma trouble part d'humanité. C'est ça, l'humanité? C'est cette trouble part, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Nous sommes les seuls êtres sur cette terre à pouvoir tuer par cruauté. Oui, c'est cette part d'humanité, chacun de nous la porte et elle dort assez souvent. Elle dormira, nous mourrons avec elle, sauf si nous avons le malheur de nous retrouver dans certaines circonstances où elle devient une part noble. Je dis une part noble parce que, en fait, le mal, tel qu'on le définit, n'existe pas. Le mal est circonstanciel, le mal est contextuel, le mal est... Je prends un exemple, il est celui qui me revient, je l'évoque, c'est ce qui s'était passé il y a maintenant environ 30 ans au Rwanda. Au bout d'un moment, puisqu'on est dans un contexte où des instincts qu'on pourrait considérer comme bas, des idées qu'on pourrait considérer comme les plus noires possibles, devenaient la part noble du patriote, ça n'a pas échappé à l'esprit humain, même des prêtres. Et d'ailleurs, au moins, les prêtres ne comprenaient pas pourquoi eux aussi ne tueraient pas, parce qu'on est quand même dans un pays, à un contexte où
tuer devient un patriotisme. Des prêtres se sont mis à tuer leurs propres fidèles dans leurs propres églises où ils venaient chercher protection. Des philosophes à Boutaré élaborent des stratégies de tuerie alors qu'on aurait pu penser que la capacité de réflexion nous préserverait contre ces cruautés-là. Je sais quand même que je porte cette humanité en moi et que je ne souhaiterais pas me retrouver un jour dans un contexte où commettre de tels actes deviendrait un acte patriotique. Il serait un peu, à mon avis, prétentieux de ma part de me dire, moi, jamais je ne ferai ça, quel que soit le contexte. Donc, j'ai quand même peur de cette vérité qui vit en moi. J'en ai conscience pour en avoir suffisamment peur. Alors, moins dramatique, mais avec des images très fortes, vous relatez aussi comment le village a égorgé une poule qui avait chanté pour s'emparer du pouvoir après la mort du coq, un chien qui avait volé un morceau d'antilope. Enfin, c'est très beau, tous ces passages. Et notamment, il y a aussi ce chien noir, Ougam qui veut dire étranger, qui va être empalé à vif. Racontez-nous pourquoi on s'attaque à ce pauvre chien noir. Ce chien noir, c'est une histoire vraie. C'est un chien noir qui arrive dans le village, on ne sait pas d'où il vient. Et à un moment, il est arrivé les autres chiens. La première réaction est une réaction d'hostilité, c'est sûr. Mais très rapidement, on a une relation apaisée. Le chien choisit son maître et la forge de mon père devient le premier refuge de ce chien. Il devient notre chien. Sauf que ce chien, qui devient un très bon chasseur que tout le monde apprécie dans le village, allait être notre sauveur devant un malheur imminent que seul le féticheur savait détecter avant qu'il n'arrive quand même. C'est ça qui rend quand même le féticheur puissant. Il était devenu... Le féticheur avait dit, il y a un sacrifice qu'il faut faire immédiatement. Ce sacrifice devrait consister en l'empalement d'un chien noir. Et il était l'unique chien noir. Donc là, il n'y a rien à dire, c'était le chien noir. Et ce chien noir-là, que mon père préférait tous les autres chiens, il est le meilleur chasseur et tout, il devait se résoudre à le laisser au village pour notre bonheur à tous. On l'a empalé. Et ça, c'est vrai que c'est une scène qui m'a marqué parce que la violence avec laquelle ce sacrifice a été réalisé, alors que tout le monde appréciait ce chien, ça m'a tellement marqué. Et je me suis aujourd'hui dit, il se peut que le féticheur ait réellement vu le malheur qui arrivait et que grâce à ce chien, le village ait échappé au pire. Mais dans mon esprit un tout petit peu tordu, c'est vrai, je me dis, le féticheur qui détient tellement de pouvoir a aussi pu inventer un truc pour faire mal à mon père, parce qu'il savait qu'il tenait tellement à ce chien. En disant chien noir, il savait que celui-là, on va le sacrifier. Est-ce à mon père qu'il... mais bon, ça c'est vraiment mon esprit tordu. C'est vrai, parce qu'un féticheur, il est honnête. Hein, il ne peut pas faire ça. Mais aujourd'hui, je me dis, oui, bon, il se peut que ce chien auquel mon père tenait, le féticheur ait compris qu'il est une part de lui, une part de ce forgeron, et que si on le lui prenait, on lui ferait un tout petit peu souffrir, parce que mon père en avait souffert. Il a souffert de ce sacrifice qu'il ne pouvait pas empêcher. Mais en même temps, il y a eu des années et des années de bonheur après au village. Oui, après, oui. Ça a marché. Oui, le problème, il est là. C'est-à-dire, le féticheur, il fait ça, mais le problème, c'est vrai qu'on peut... S'il n'y a pas eu de malheur, on ne peut pas dire peut-être qu'il n'y en aurait eu aucun. Ah oui, parce qu'il y a eu des sacrifices. Et dans ce cas-là, on dit c'est grâce au féticheur. Donc, bon, si quelqu'un avait eu le courage de dire pas de sacrifice, et que le malheur n'était pas arrivé, on aurait pu dire que oui, là, le féticheur a peut-être, et ça m'a rappelé là, dans une intertextualité, le sacrifice cruel dans Le monde s'effondre de Chinua Achebe. Ce garçon que Okonkwo a recueilli
orphelin qu'il a élevé comme son enfant, qu'il s'est mis à préférer à ses propres enfants, et qu'un jour dans le village Ibo, on dise il faut le sacrifier. Il n'a pas accepté seulement le sacrifice. La scène est d'une atrocité. Rien qu'à lire cette scène, c'est qu'à un moment, on dit au petit garçon, on fait un petit village, un petit voyage, et arrivé quelque part, il se rend compte qu'on va le tuer. Et il se tourne vers celui qui est son père. C'est lui qui l'a élevé, il l'aime et tout, pour chercher protection. Et lui, il lui donne le premier coup de machette pour ne pas céder à la faiblesse, parce qu'il doit être sacrifié. Même lui qui l'aime et qui est son père, il ne va pas lui donner la moindre possibilité de croire qu'il s'opposerait au bonheur du village. C'est lui qui lui donne le premier coup de machette et les autres l'achèvent. Et bien, j'en perds la voix, vous voyez. Il faut peut-être appuyer. Non, c'est d'affilié. Oui, je crois que c'est... Mais... le mien fonctionne. Oui. En fait, ce moineau, c'est un peu votre père aussi. Il a, voilà, ça repart. Il a la sagesse de votre père. On l'entend parce qu'il y a un passage sur l'humilité qui est très beau, en disant comment te préserver des risques, surtout Aboubacar, il vous appelle toujours Aboubacar, en sachant rester humble. Et il imagine que vous voliez comme lui, car si battant des ailes là-haut, tu te prenais pour le roi de la terre sous toi, le maître des arbres que tu survoles, alors de la terre, un caillou pourrait partir et frapper ta tête. Va, Aboubacar, vole, Aboubacar, mais pas plus que ne l'est le pigeon blanc, tu ne seras le maître ni du ciel ni de la terre. Et Aboubacar, n'oublie pas que nos ailes un jour cesseront de nous porter, pour que la terre en son sein nous accueille et nous digère. Va. Oui, j'ai quand même toujours cette petite idée que on a beau avoir une chance, une ascension volée, à partir du moment où on a conscience qu'on ne parviendrait jamais à aller toucher le soleil, on reste petit. C'est-à-dire, la leçon d'humilité que mon père m'a toujours transmise, je la transmets encore par la voix du moineau. Je pense que ça, c'est vraiment une chose qui est importante dans les leçons que nous avons reçues, c'est que chaque fois qu'on a l'impression d'avoir réalisé quelque chose d'important, quelque chose de singulier, il y a nécessité qu'on se rappelle que des choses similaires ou plus importantes ont déjà été réalisées. Dans ce cas-là, on n'a fait que réaliser ce que d'autres ont déjà réalisé, sinon moins que ce que d'autres ont déjà réalisé. Ça permet de surtout éviter de se prendre pour le maître, pas du monde, même de sa propre pièce où on vit. C'est-à-dire, on est maître de rien du tout. On est juste quelqu'un qui a la possibilité, la chance à un moment d'être à ses propres yeux peut-être d'une importance relative et aux yeux des autres, rien du tout. Donc après les fables de La Fontaine, vous avez compris qu'il y a les fables du moineau. En fait, les 400 ans de La Fontaine, c'est un livre que vous avez, en fait des fables que vous avez lues et relues, celle de La Fontaine ou pas? Oui, celle de La Fontaine, disons que les premières pages d'ailleurs, moi je pensais vraiment à lui, l'histoire du baobab, la mise en scène du moineau, du baobab. C'est vrai que La Fontaine, c'est une nourriture universelle, éternelle, elle parle à l'adulte en moi et à l'enfant. C'est ça l'intérêt des fables. Disons, une part est accessible à un enfant, peut-être la dimension philosophique lui échapperait, mais les fables de La Fontaine parlent à l'adulte que je suis et à l'enfant que j'ai été. J'ai pensé à toute cette tradition des fables et surtout à La Fontaine au moment où j'écrivais celle-ci. Vous êtes certainement un bon lecteur de La Fontaine, mais aussi vous avez une connaissance extraordinaire des animaux. Vous les avez observés, vous n'avez cessé de les regarder, non? Oui. Votre connaissance n'est pas que livresque, elle est aussi une connaissance, une expérience. Disons que à mon expérience, à mes souvenirs des animaux, j'ai ajouté aussi une sorte d'obsession qui me pousse à regarder les documentaires animaliers.
Ah oui. Oui, les documentaires animaliers m'ont quand même me fascinent jusqu'à présent. C'est vrai que quand il y a un documentaire animalier, il y a peu de choses qui pourraient m'empêcher de le regarder. D'ailleurs, vous êtes insomniaque parce que souvent ça passe la nuit. Oui, oui, je pense que sur la chaîne qui diffuse tous les jours et rediffuse, il faut quand même attendre, c'est au-delà de minuit qu'il faut regarder. Sauf quelques chaînes qui, de temps en temps, le font aux heures de grande écoute. Et je me suis rendu compte que il y a une erreur que nous avons l'habitude de commettre. Nous disons tel animal fait comme nous, et on se rend compte qu'il faisait ça avant nous, puisque nous n'étions pas là quand lui il existait déjà sur la terre, et que beaucoup de nos attitudes, de nos comportements, sauf nos réflexions, ressemblent à ce qu'on trouve dans la nature. C'est-à-dire la totalité des comportements des animaux englobe ceux des hommes. C'est vraiment curieux, c'est frappant de se dire, peut-être que la différence est que nous parvenons, nous, à réaliser des choses ou à avoir des comportements que plusieurs espèces ont, pas une à la fois. C'est-à-dire il n'y a aucune espèce qui ait à la fois tous les comportements humains, mais tous les comportements humains se trouvent éparpillés à l'intérieur de toutes les espèces. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'animaux qui lisent encore. Non. On est bien d'accord. Donc, voilà, nous arrivons à la fin. Donc, je vous rappelle les titres. Ainsi parlait mon père, c'est le premier livre dont nous vous avons parlé, qui a été publié chez Lattès, et Les Fables du Moineau chez Gallimard. Et j'imagine qu'elles sont à la librairie du Lieu-Unique, à moins qu'elles soient ici, je ne sais pas. Là-bas. À la librairie. À la librairie du Lieu-Unique, vous pourrez retrouver notre ami et il sera ravi de vous les dédicacer. Merci beaucoup Samy. Merci à vous d'être venu. Au revoir.